Bonjour à tous, c'est Stal. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Piédestal. Et vous l'avez sans doute déjà compris, je reçois aujourd'hui le maître du salut les potes. J'ai bien évidemment parlé de l'inénarrable Zalidan. Let's go! Alors premièrement, merci à toi Zalidan d'être venu et d'avoir répondu présent à mon invitation. Bah avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Salut Stan. Alors on va commencer tranquillou avec la présentation rapide, donc ton prénom, ton pseudo, âge, de quel coin tu viens, etc. Puis ensuite on passera à des questions un petit peu plus pointues entre guillemets. Alors, j'ai 29 ans, je m'appelle Arthur, pseudo Zalidan. Je suis dromois à l'origine et actuellement je viens de déménager de Marseille vers Lyon. Alors on va continuer tout simplement par les jeux sur lesquels tu évolues, donc quel est ton type de jeu favori et éventuellement si tu as un top 3 ou un top 5 des jeux qui t'ont vraiment marqué. Alors, un type de jeu favori, en réalité, moi de base, je suis plus MMORPG. C'est-à-dire que j'ai commencé vraiment à me plonger dans l'univers du jeu vidéo sur un petit jeu en ligne que certains connaîtront peut-être de nom, qui s'appelle RuneScape. D'accord? C'est un petit jeu qui, de souvenir, était en Flash ou en Java, même en Java, je crois, sur navigateur, etc., et sur lequel je suis resté plus de 8 ans. Donc ça a été vraiment une grosse période de ma vie. Et le vrai intérêt d'un MMORPG, c'est que contrairement à d'autres jeux, c'est des jeux qui sont très complets et qui vont te permettre, j'imagine, en tout cas pour certains, tu as vraiment une notion d'économie, une notion de... Tu as plein de choses à apprendre. Et en plus de ça, en plus de toute cette notion économique, de management même humain, tu vois, communication, l'aspect social, t'as plein de choses qui rentrent en jeu. Et en plus de ça, du coup, j'ai aussi appris l'anglais sur ce jeu-là. Donc ça, pour le coup, c'est très cool, parce qu'aujourd'hui, même si je le parle très mal, je le comprends plutôt bien. Et enfin voilà, de ce côté-là, c'était top. Donc ça a été un gros point important pour moi dans ma vie de gamer, c'est les MMORPG. Ok. Il y a eu un petit peu de jeux de shoot. J'ai commencé mon tout premier jeu de shoot sur PC. C'était Unreal Tournament 2004. Je sais pas si tu avais fait un tour dessus de ton côté. J'avais fait un tour dessus, mais c'est vrai que ça remonte, hein. Ça, ouais, là, c'est vieux. Et après, là, aujourd'hui, je suis quand même plus axé sur les jeux de shoot et tout particulièrement les looter-shooters. Et Évidemment. si je devais te donner un top 3, en réalité, je pense que pareil, World of Warcraft a quand même beaucoup marqué ma vie de gamer. Et ouais, ça a été quand même un jeu très important pour moi. Je mettrais bien sûr la licence Division parce que déjà parce que j'aime beaucoup cette licence, même si bon, ceux qui me suivent un peu le savent, je trouve qu'elle est clairement en dessous du potentiel. Ah carrément. Enfin, elle a un potentiel de fou furieux cette licence. Et je trouve qu'il est pas très bien exploité, enfin pas assez bien, mais bon, je suis toujours un peu en train de me plaindre aussi. Donc Non, mais voilà. je suis entièrement d'accord. Et en troisième, je mettrais PUBG parce que donc le Battle Royale, le fameux Battle Royale pour Le ceux fameux. qui ont connu PUBG. J'ai passé énormément de temps dessus. Ça a été en fait le premier jeu de shoot. Donc c'est il y a pas si longtemps en fait, hein, où je me suis vraiment investi et tout, parce qu'avant je m'investissais surtout sur des MMO. Et là j'ai commencé les jeux de shoot sur PUBG. Alors c'était pas simple d'apprendre à shooter, d'apprendre à viser et tout. Mais voilà, ce jeu m'a profondément marqué et encore aujourd'hui j'en garde un souvenir incroyable. Et je me fais même je me fais quelques parties de temps en temps, même si revenir sur PUBG après de longues absences c'est très dur parce qu'il y a des gens qui n'ont pas arrêté et qui te lavent Ouais, c'est clair. complètement. C'est C'est surtout compliqué. les jeux de shoot, c'est plus ou moins pareil. Ouais, c'est clair. Alors, on va continuer avec des questions un petit peu plus pointues. Il semblerait que certains streamers en fait soient plus suivis pour leur personnalité que pour leur contenu. Donc, penses-tu que c'est ton cas et comment analyses-tu cette tendance? Alors, c'est une question qui est très intéressante et sur laquelle je peux répondre à un long moment, parce que la question est intéressante et la réponse est assez complexe et mérite d'être détaillée. Je pense pas, honnêtement, être suivi, en tout cas par la majorité des gens qui me suivent pour ma personnalité. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est un créateur de contenu, notamment sur des jeux un petit peu complexes, comme peuvent l'être les looter-shooters, ce qui est notre cas, les gens, évidemment, vont un minimum s'attacher à la personnalité, à la personne qui se trouve en face d'eux, à notre façon de communiquer, etc. Et c'est important, mais je pense que de manière un petit peu plus générale, en tout cas, c'est ce que moi je pense, les gens sont surtout là pour venir chercher de l'info. Et très franchement,
je le comprends tout à fait parce que moi là c'est c'est l'un de mes réflexes aussi quand je bloque quelque part, que ça soit sur un jeu ou même dans la vie en général d'ailleurs, je fais une petite recherche YouTube et aujourd'hui toute ma stratégie, si tu veux, est basée sur une stratégie de type SEO, donc Search Engine Optimization, donc c'est le fait de référencer, en fait c'est le référencement tout court qui est présent sur Google et sur YouTube. Et en fait je m'assure à ce que quand on cherche une requête, un truc, je sois présent, pas trop loin en tout cas dans la liste des recherches pour que les gens puissent me trouver, avoir accès à l'information. Et derrière, je fais en sorte de donner l'information assez directement, sans fioriture, sans passer, en étant assez concis. Je sais que c'est ce que tu fais aussi, donc on se comprend bien de ce côté-là. Et tu le fais très bien d'ailleurs, mais si tu veux, voilà. Donc moi, c'est ce que je fais, et les gens, je pense très honnêtement, dans la grande majorité, étant donné que je m'étends pas sur YouTube sur ma vie, sur qui je suis, sur ma façon de penser, sur telle ou telle chose, etc. Les gens vont forcément me suivre pour mon contenu et pas pour ma personnalité, ce qui est on ne peut plus normal. Et sur Twitch, c'est un petit peu différent, même si finalement ça se rapproche, c'est-à-dire que sur Twitch c'est pareil, il y a des moments où le contenu est intéressant sur une sortie d'extension, par exemple sur Warlords of New York. J'avais des grosses audiences sur Twitch où j'avais peut-être 300 personnes quotidiennement et en moyenne qui me suivaient en direct quand je lançais un live. Mais du coup, pour répondre à ta question, non, je pense absolument pas que ce soit sur Twitch et sur YouTube avoir réussi, et je pense même que c'est un petit peu difficile sur la niche de marché entre guillemets sur laquelle on est placé aujourd'hui, c'est-à-dire sur le looter shooter, qui est une niche de marché qui représente pas énormément de joueurs non plus. C'est comme je viens de le dire, c'est que c'est un secteur qui est très niché. Donc, et je pense que les streamers qui aujourd'hui peuvent se permettre d'avoir une audience qui les suit vraiment pour leur personnalité et donc qui peuvent demain streamer du Barbie et toujours faire 1500 viewers. Si tu veux, ces gens-là, ils ont aussi une audience qui est colossale. C'est-à-dire que vraiment, il y a beaucoup de gens, si tu veux, ils ont réussi à snowball le truc pour diverses raisons. Hein, c'est encore quelque chose qu'on peut analyser outre mesure. Mais ils ont une audience qui est colossale, et forcément, quand tu as énormément de monde, sur Twitch toujours, qui a en plus de ça un algorithme un peu particulier qui récompense uniquement les gens qui ont de l'audience, c'est un effet boule de neige permanent où il y a énormément de gens qui te découvrent. Et là où, si tu veux, moi sur mes bons jours de stream, je fais peut-être 30 followers, donc il y a 30 personnes qui viennent me suivre sur ma chaîne Twitch. Okay. Des gens comme ça, ils en ont peut-être 2000, quoi. Voilà, c'est juste colossal. C'est colossal. Et l'acquisition, si tu veux, de ces gens-là qui arrivent et qui vont suivre ces gros streamers qui sont suivis pour leur personnalité, elle est monstrueuse, et donc du coup l'approche est bien différente. Donc j'irais pour répondre à ta question que non, je pense que c'est l'objectif de chaque créateur de contenu de manière générale d'être suivi pour ce qu'ils sont eux plutôt que pour leur contenu, mais je pense que dans notre stratégie, parce que je t'inclus un petit peu dedans étant donné qu'on fait le même type de vidéo, dans notre stratégie c'est très difficile. Et je sais qu'il y a des gens qui potentiellement, tu vois, te le diront à toi ou même le diront en commentaire sous cette vidéo. D'ailleurs, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo, que ça soit par rapport à ça ou pas, pour le référencement de Stal. Mais il y a des gens qui vont dire, mais non, Stal, par exemple, on le suit parce que pour sa personnalité. Et oui, en fait, il y a vraiment des gens qui vont le faire, et c'est clair et net. Mais la majorité ne le fera pas. Voilà, demain, tu vas aller, Stal, tu vas faire une vidéo sur Call of Duty, je te dis une grosse bêtise, tu auras une très grosse chute vis-à-vis de tes audiences habituelles. C'est évident, j'ai déjà remarqué. Normal. Voilà. Ouais. Donc voilà, je sais pas si ça répond correctement à ta question. Ça répond totalement à ma question. Du coup, on peut enchaîner avec une autre petite question qui est en rapport bien sûr avec les streamers et les youtubeurs, surtout ceux qui en fait couvrent les jeux qui sont en vogue. Donc penses-tu que pour toi c'est une course aux vues, ou alors est-ce que c'est une stratégie gagnante pour percer? Alors, quand tu es un streamer, on en parlait juste avant, un streamer qui est bien installé, avec une grosse fanbase, entre guillemets, à ce moment-là, je pense que si le type de jeu, là en ce moment, on va prendre deux exemples. Il y a Warzone qui marche assez fort sur Twitch, et il y a Rust depuis très récemment. Okay. Et on va prendre l'exemple de Tonton, par exemple. Je sais pas si tu vois le streamer Tonton. Pas du tout. Si ça te parle. C'est un streamer, tu vois, qui a une petite trentaine d'années, je crois, très cool. Voilà, je vous recommande à tous, et je te recommande d'aller voir un peu ce qu'il fait. Qui a la tchatch qui est très dynamique. Enfin, c'est un mec qui stream très très bien et qui a complètement explosé sur Twitch cette dernière année, je pense en 2020 en réalité.
Et ce streamer tonton, tu vois, typiquement, il me semble pas en tout cas qu'il ait fait le choix à un moment donné d'aller jouer à Warzone. Ou alors il l'a peut-être fait, mais très peu, alors qu'il y avait une vraie opportunité d'aller sur Warzone pour accumuler une nouvelle audience, ou tu vois, aller chercher du monde, parce que lui, pour le coup, quand il lance un stream, maintenant, il a au minimum 1500, 2000 personnes, et c'est largement assez pour Snowball, comme on en parlait avant. Ouais. Et ben, tonton, tu vois, il a pas fait ce choix-là. Par contre, il a fait le choix, là, récemment, de surfer sur la vague de Rust, parce que Rust, c'est un jeu qu'il apprécie sans doute bien, connaît un peu, il a monté son serveur, etc. Et aujourd'hui, il est présent sur Rust, et il snowball sur Rust. Donc, je pense, en fait, que c'est une course aux vues, pas pour tout le monde, parce que malgré le fait que tu sois un gros streamer, tu fais quand même certains choix, et tous les streamers vont pas partir sur les mêmes jeux, etc. Parce qu'en général, tu as au moins 1 ou 2 jeux qui sont en mode hype. À la sortie de Cyberpunk, qui a eu une grosse hype au début, ça, c'est sûr, presque tout le monde, tu vois, qui partait sur Cyberpunk pour faire de l'audience. Donc je pense qu'en fait, oui, ça fait partie du jeu de Twitch quand même, pour répondre à ta question. C'est clair que quand tu es un gros streamer, c'est quand même recommandé, et ça a un effet assez colossal. Quand tu pars sur un jeu qui a de la hype, tu vas vraiment surfer sur ce tsunami gigantesque de visibilité, et qui va du coup t'apporter peut-être des nouvelles personnes qui vont apprécier ce que tu fais, des nouveaux followers, des nouveaux abonnés, de la thune de manière générale aussi. Donc c'est quand même assez important, mais je pense que tout le monde ne le fait pas non plus. C'est pas non plus tous les streamers, même les gros streamers, ne sont pas des requins. Et les choses se répartissent assez naturellement. Par contre, pour répondre à la deuxième partie de ta question, tu as toute la partie sur est-ce que c'est bien pour percer sur Twitch ? Exactement. Moi, je te dirais absolument pas. Pour moi, c'est la pire idée, par contre. Et pour les mêmes raisons, c'est que l'algorithme de Twitch est fait d'une telle manière que jamais de la vie, si vous êtes un petit streamer aujourd'hui, vous allez acquérir de la visibilité. Vous avez 2 manières aujourd'hui d'acquérir de la visibilité sur Twitch. C'est soit vous streamez sur des tout petits jeux, des jeux de niche, et là ça va aller tout doucement. Vous allez peut-être vous placer sur un marché où il y a peut-être 3, 4, 5 streamers français, mais il y a une audience. Donc l'objectif, c'est de faire une espèce de calcul entre le nombre de personnes que ça intéresse et le nombre de streamers, donc l'offre et la demande, quoi. Et si tu veux, une fois que tu es placé sur ce tout petit marché, là, tu vas pouvoir récolter des gens, tchatcher. Et c'est quand même le but d'un streamer, c'est d'échanger avec des nouvelles personnes, de rencontrer des viewers, de créer sa communauté, tout doucement, c'est ça. Alors que si tu vas sur un jeu comme Warzone, tu vas juste être en dessous de la liste des 500 streamers français qui sont en train de streamer ce jeudi soir, par exemple, et tu vas être complètement roulé. Parce que tu n'auras juste aucune visibilité. Et la deuxième option, du coup, pour acquérir de la visibilité, c'est soit tu streams du coup des tout petits jeux, soit tu vas aller chercher ta visibilité ailleurs. Par exemple, toi, Stal, avec la communauté que tu as réussi à créer sur YouTube, si demain tu as envie de te mettre sur Twitch, je peux t'assurer qu'il y a des gens qui vont venir te voir. Et tu vas pas être dans cette recherche, si tu veux, tu vas pas pop comme ça dans le désert qu'est Twitch, en mode assoiffé, parce que tu lances un stream demain, tu fais un peu ton annonce et tout, tu auras au moins 20, 30, 40 personnes qui vont venir te voir et qui derrière viendront te voir de manière régulière, parce que tu as réussi à créer déjà une communauté. Et voilà. Mais du coup, non, Twitch, c'est vraiment particulier, c'est pas évident, et il faut s'accrocher. C'est vraiment, encore une fois, je pourrais en parler des heures, donc je vais pas embêter ta commu avec mes idées là-dessus et tout, mais j'ai une vision très claire de ce qui se passe sur Twitch et de comment c'est possible d'évoluer et de comment fonctionne le schmilblick, mais c'est pas évident. Ok, c'est intéressant en tout cas, mais après, pour éventuellement faire un épisode 2 pour aller, comment dire, plus en profondeur dans les analyses, c'est quand même très intéressant. Du coup, tu es quand même, mine de rien, un gros client, comme on peut dire, enfin, de mon point de vue. T'as dépassé du coup les 19 000 abonnés sur YouTube, bientôt les 10K, je crois, sur Twitch. Donc, déjà GG, comme on dit. Merci. Mais merci beaucoup. Bien évidemment, je pense que tu dois le savoir un peu comme tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc comment toi tu gères en fait les critiques négatives vis-à-vis de tes streams et de ton contenu en général? Alors, déjà, tu as dit quelque chose de très important. En effet, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, je pense qu'à partir du moment où on crée du contenu, il faut l'accepter. Comment je le vis? Honnêtement, relativement bien. Je me souviens de la première personne qui m'était un petit peu rentrée dedans, tu vois, sur YouTube, mais vraiment au tout début, je m'en souviens.
Je m'en souviens parce qu'avant même de commencer, justement, je m'étais préparé. Je savais que j'allais aussi me mettre face aux critiques. Et c'est normal, en fait, à partir du moment où tu deviens un peu public et que tu donnes ton avis publiquement sur C'est des ça. trucs. Et que C'est ça, ouais. c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de plus normal. Et même, moi, je le répète dans mes vidéos. C'est comme ça et c'est tout à fait normal. Et j'accepte le fait qu'on puisse penser différemment de moi ou même qu'on puisse me dire que je fais ne plaît pas, tant que c'est un petit peu constructif et que ça m'aide peut-être à faire évoluer mon contenu dans le bon sens aussi. Mais voilà, au début c'était un peu douloureux, c'est-à-dire que tu le sentais passer quand il y avait une petite pique, tu vois, t'y pensais, enfin c'était pas agréable du tout. Et avec le temps, j'en rigole. Et aujourd'hui, même en général, quand c'est un peu trop énervé et injustifié, j'ai tendance à afficher les gens qui me rendent dedans Ouais, c'est une sur bonne Twitter. technique. Ouais. Je les envoie dans la fosse et ils se font bouffer par Twitter. Et voilà, ça me fait marrer. Et ça m'impacte moins. Ça m'impacte clairement moins. Je ne vais pas dire que ça m'impacte plus parce que je pense que peu importe le niveau, ça impacte toujours un minimum. On peut pas. Ça serait faire semblant de dire que la critique, on peut vraiment passer par-dessus. Les gens qui me regardent, je pense, ont, je dirais 35 ans de moyenne d'âge, Ouais, c'est ce c'est que ça. j'ai l'habitude de dire. Ça, Donc tout on à est fait. quand même sur des gens, tu vois, à 35 ans, avoir une certaine maturité, un certain recul. Et en fait, on a la chance, les gens qui apprécient pas ce qu'on fait, je pense, juste tracent leur route dans la grande majorité des cas, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu as une communauté qui a 12 ans, quoi. C'est clair. Où là, ils vont insulter un peu ta mère avant de partir. C'est ça, c'est Mais, ça. mais en gros, ouais, ça, c'est vraiment la grosse force de notre communauté aussi. C'est ça, quoi. C'est de pouvoir avoir affaire à des gens matures et puis même s'ils t'apprécient pas encore une fois, bah, ont juste pas que ça à foutre de venir te le dire. Ou alors s'ils le font, bah, ils le font bien et ils vont t'expliquer pourquoi. Et ça nous aide à devenir meilleurs, donc c'est top. Oui, ça c'est le principal. Hein. C'est si vous aimez pas, bah, dites pourquoi, parce que sinon ça sert à rien. Quoi. Donc du coup, bah, ça me fait arriver à la question suivante. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes de t'être lancé dans la création de contenu? Absolument pas. Non, j'ai absolument aucun regret. Ça me... Comment dire ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, clairement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai une vision du coup qui est bien claire du marché. Parce que moi, quand je me suis lancé, pour la petite histoire, pour que les gens sachent, moi j'avais un boulot, j'avais même une boîte, j'étais entrepreneur dans le secteur du web, ça marchait très bien, etc. Mais juste un trop plein, tu vois, j'ai trop fait la même chose pendant plus de 4 ans. Et je me suis dit, bah là, je vais me lancer. L'une de mes passions, donc du coup, c'est le web. Et l'autre passion, ça a toujours été le jeu vidéo depuis longtemps. Donc je me suis dit que je vais essayer. J'ai envie de tenter le coup. Je vais essayer de devenir ce qu'on appelle un créateur de contenu et de créer du contenu et potentiellement du coup d'en vivre, hein, parce que c'était aussi un peu l'objectif. De ce côté-là, j'ai clairement déchanté. Alors je savais que ça allait être très 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 dur pour le coup. Ça, j'en ai jamais douté. Mais je me suis rendu compte de plein de petites choses et des petits aspects un petit peu plus pointilleux, on va dire, de la création de contenu. Et surtout, encore une fois, quand on est sur des jeux de niche comme nous, c'est que les choses se passent bien. Et je pense que c'est très dur et beaucoup de youtubeurs en parlent et de créateurs de contenu en parlent. Mais on est très attaché aux chiffres. Et malgré nous, hein, on sait qu'il ne faut pas regarder en permanence le nombre de vues de la vidéo, si ça marche pas. Voilà. Mais là, c'est ce qui est assez difficile à vivre, même moralement, c'est quand on a une sortie de jeu, un truc, il y a une petite période de hype, les choses se passent bien, on se dit, c'est cool, vraiment, tu vois, il y a une opportunité, on peut y aller, les chaînes évoluent. Dans mon cas, tu vois, la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, des fois, il y a des gros coups de pied au cul et il y a un gros nombre de personnes qui vont me découvrir en même temps et je me dis, génial, ça part. Ça skyrocket, quoi, mais... Ouais. Exactement, mais en fait, là aujourd'hui, maintenant, j'ai le recul et si ça m'arrive à l'avenir une troisième ou quatrième fois, je me ferai peut-être pas avoir de la même manière, mais il y a toujours cette retombée au niveau du moral qui est assez importante parce qu'en fait, tout est lié à la santé des jeux qu'on traite. Voilà, c'est en tout cas à notre échelle, à mon échelle. À la santé des jeux qu'on traite. C'est-à-dire que si le jeu qu'on traite, on va prendre l'exemple de Division, est en bonne santé, s'il y a des gens qui ont envie de voir du contenu sur Division, ça va bien marcher pour nous. Donc sur des sorties de DLC, sur des grosses news, sur des trucs, ça marche très bien et ça donne la sensation que tout se passe bien. Exactement. Et c'est très cool. C'est des moments très très intéressants, très sympas, très plaisants. Mais la retombée, par contre, est très brutale parce que ça repart aussi vite que c'est venu. Et ça, c'est un petit peu plus difficile à vivre. Et je suis pas nécessairement en train de me plaindre du tout, parce qu'en fait, c'est juste comme ça que les choses fonctionnent. C'est pas lié, les gens, ils sont rien du tout, au contraire. Ils vont aller voir ce qui les intéresse à un moment T, et ils ont bien raison. Et je fais pareil de mon côté quand je vais regarder des vidéos YouTube.
Mais ces rechutes-là sont plus difficiles à vivre. Et voilà, c'est le point que j'ai un peu découvert au travers de la création de contenu, on va dire. Mais je ne regrette absolument rien du tout, au contraire, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens géniaux, d'apprendre à connaître aussi ce métier qu'est la création de contenu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est pas un métier, mais je peux vous assurer que ça l'est. D'ailleurs, bravo à toi, Stal, de réussir à faire les deux en parallèle, parce que toi, tu as un métier tout autre en parallèle des contenus que tu proposes sur YouTube. Tout à fait. Mais c'est très très enrichissant, c'est très cool, c'est très plaisant, mais il y a plein de petits aspects négatifs et l'aspect bien sûr financier et professionnel qui me paraît aujourd'hui un petit peu. Je pense que l'erreur que j'ai faite au final en voulant vivre vraiment de ça, c'est de nicher le looter shooter, ce qui malheureusement, et je pense pas que ça soit de la faute des créateurs pour le coup, n'est pas un marché assez gros, qui pourrait être colossal, bien plus gros qu'il ne l'est actuellement en termes de nombre de joueurs et tout, mais en fait les jeux, je trouve, sont très inadaptés pour les gens qui débutent le looter shooter. C'est-à-dire que tu commences un Division aujourd'hui, avant de capter le système de build et tout, il va falloir bouffer nombreuses vidéos, que ce soit les tiennes, les miennes, ou des vidéos en anglais d'ailleurs. Division, c'est pas le plus dur. Là, je commence un Destiny aujourd'hui, tu y as mis les pieds un petit peu récemment, c'est pareil, c'est un truc de fou, c'est super compliqué d'assimiler les infos, c'est super compliqué de débuter correctement, et voilà, moi c'est ça que je trouve un petit peu dommage, mais bon, quand tu vois qu'un jeu comme World of Warcraft, au bout de 15 ans d'existence, commence à peine à faire quelque chose d'efficace à ce niveau-là, tu te dis que c'est quand même, c'est difficile de mettre en place des solutions qui fonctionnent pour initier les nouveaux joueurs sur un jeu qui a déjà de l'âge et avec des gens qui jouent dessus, qui ont de l'expérience. Mais c'est... Ok, nickel. Bah écoute, ce que je te propose, on va poursuivre avec des questions un peu plus fun, si je puis dire. Je vais te demander de décrire ta vie en 3 mots, et seulement 3 mots. Du coup, je pense que je te dirais, après réflexion, parce que Stal vous le dit pas, mais il m'a laissé réfléchir une bonne minute avant de vous répondre. Un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure. Je vous dirais entourage, parce que ça va inclure toute ma famille et mes amis qui sont très importants pour moi. Genre, je suis quelqu'un assez social. Et du coup, d'ailleurs, c'est un peu paradoxal avec le métier que je fais aujourd'hui, où je me retrouve dans mon bureau, chez moi, cloîtré, etc. Et même si j'échange avec des gens, c'est virtuel. Enfin, c'est virtuel. Là, on a un échange vocal et tout, mais voilà, c'est pas du face-à-face. Moi, j'ai besoin de ce contact. Et voilà, on va dire que c'est la première chose qui va me représenter, c'est l'entourage. Le deuxième point, je dirais entrepreneuriat, parce que c'est quand même un truc qui me représente beaucoup aussi. Je n'arrête pas. Et ensuite, le dernier point, du coup, je dirais que c'est la remise en question. Et peut-être un peu trop d'ailleurs, mais je suis tout le temps en train de remettre en question tout. Absolument tout, ce que je fais, ce que je dis, ce que je suis, c'est tout le temps. Je remets tout en question et je pense que ça a des côtés positifs, mais des fois un petit peu plus négatifs aussi. Je doute pas, j'y vais, mais voilà, je suis capable aussi de remettre en question tout le temps mes façons de penser et de faire. Ok, intéressant. Du coup, on va finir cette petite interview par des questions un peu what the fuck. Donc tu l'as dit au début de la vidéo, tu as récemment déménagé et j'ai le souvenir en fait que ton cable management il était pas terrible. Et d'ailleurs on va en profiter pour montrer le cable management. Ça y est, là vous pouvez tous vous mettre à vomir, mais c'est absolument horrible. Je m'en suis absolument pas chargé. Donc est-ce que tu t'es amélioré sur ce point là? Alors, en vrai, je t'enverrai une petite photo pour que tu puisses l'inclure au montage. Mais si tu veux, j'ai fait une tentative sur mon bureau et j'ai essayé en fait de scotcher, de scotcher avec un scotch double face les multiprises, les nombreuses multiprises que j'utilise, parce que moi j'ai 2 PC, un pour streamer, un pour jouer, sous mon bureau. Enfin bref, j'ai essayé de faire les choses mieux pour te répondre. Mais le deuxième jour, les multiprises se sont décollées et là on est à quelque chose de tout aussi horrible que ce que j'avais avant.
Mais je me suis racheté un ordinateur là il y a 2 jours, donc je devrais être livré d'ici 2 semaines. Et là, je me suis dit, j'ai acheté un dessert câble, des trucs. Je vais essayer de faire quelque chose de moins dégueulasse, mais ça va pas être facile. Ok. Autre petite question. On le sait tous, tu as joué à The Division 2 notamment. Dans quelle mission on peut choper le fameux El Famoso mug exotique? Parce que je l'ai toujours pas. Voilà, ne parle pas de choses qui fâchent. J'espère que que peu entendront cette partie de la vidéo, mais honnêtement, ouais, je l'ai promis et je dois encore en envoyer en plus. C'est terrible cette sorte de mug. Parce que j'avais réussi à l'inclure dans la petite boutique que j'avais faite, mais au final, je l'ai viré parce que le mug était pourri. Je l'avais offert à 2-3 personnes pour voir un petit peu ce qu'il valait, mais il était pas bon. Et le mug que j'avais fait faire à l'époque, il m'avait coûté un bras. C'est-à-dire que le mug, encore le commander, ça va. Mais l'expédier, genre, j'avais payé, je sais plus, 15 ou 20 balles par mug. C'est horrible, quoi. Je m'étais ruiné sur cette histoire-là. Et là, il faut que... Ouais, on va dire sur le Raid 3, j'offre des mugs. D'accord, ça marche. Voilà, Massive, hein, si tu nous entends. Ouais. Et dernière petite question what the fuck, est-ce que tu as prévu de faire une vente aux enchères de tes fameuses claquettes? Ouais. Départ de la vente à 10 centimes. Non, en vrai, C'est lancé à 10 centimes. Hein. C'est parti. Ok, bah écoute, merci mec d'avoir accepté cette petite invitation et cette interview. Avec plaisir, Stal. Continue de tout casser et d'évoluer comme tu le fais avec un taf de qualité qui... On le voit en plus step up très clairement sur tous les niveaux. C'est très cool ce que tu fais, donc continue comme ça et merci à toi pour l'invitation. Je tiens à remercier une nouvelle fois le poteau Zalidan pour avoir accepté mon invitation et pour avoir pris un peu de son temps pour répondre à mes petites questions. Je vous invite également à aller jeter un œil à son travail, vous trouverez tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Pour ma part, je vous laisse et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Piédestal. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao.